C'est l'heure de vous informer sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres. Au sommaire de ce journal, la première ministre Judith Souminois a entamé ce lundi sa deuxième journée des consultations pour la formation du gouvernement. Elle a échangé avec le regroupement politique AAUNC, les membres du parti politique MLC et alliés, conduit par Jean-Pierre Bemba, et la délégation de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, conduite par Modeste Bahati Lukwebo. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a lancé officiellement le samedi à Kinshasa la caravane de dissuasion de la police nationale congolaise, une initiative qui rentre dans le cadre de la traque des jeunes délinquants appelée communément Kuluna. Un premier groupe de 1600 anciens Kuluna est revenu à Kinshasa dimanche après avoir complété un programme de 2 ans de rééducation et de formation professionnelle à Kanyamaka CC. Selon le service national, ces jeunes, désormais formés en maçonnerie et menuiserie, seront impliqués dans divers projets de développement à travers le pays. Vous faites bien de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Deuxième journée des consultations du gouvernement souminois. La première ministre a reçu en premier lieu le vendredi 15 avril 2024 à l'immeuble du gouvernement les regroupements politiques AAUNC et AVK 2018 conduits par Vital Kamerhe. Au sortir de la rencontre avec la première ministre, Vital Kamerhe a indiqué que les tâches de former un gouvernement est laborieusement, mais Judith Souminois fait de son mieux pour terminer le travail à temps. Regardez. Président du parti politique Union pour la Nation congolaise et allié, député national, Vital Kamerhe a été reçu le lundi 15 avril 2024 par la première ministre Judith Souminois Toulouka dans le cadre de consultations en vue de la formation du prochain gouvernement. Au sortir de l'audience, Vital Kamerhe a déclaré à la presse avoir demandé à Judith Souminois de tenir compte dans la formation du futur gouvernement de la compétence et la probité morale. Formation du gouvernement, c'est une gymnastique arithmétique, mais qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, de compétences, de probité morale, de représentation géopolitique, des critères hommes-femmes. Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute de Madame la Première ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage des pouvoirs, mais des responsabilités. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. La population attend impatiemment la mise en place du gouvernement afin de résoudre des problèmes sociaux et sécuritaires qui mettent en mal la bonne conduite du pays. Cela fait déjà 4 mois que le chef de l'État Félix Tshisekedi a prêté serment, mais le gouvernement tarde toujours à être mis en place suite aux caprices et autres exigences politiques. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, entame le lundi une visite officielle de 4 jours en RDC à l'invitation du gouvernement. Cette mission intervient dans un contexte de sécurité précaire marqué par des violences récentes dans plusieurs provinces. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a entamé ce lundi une visite officielle de 4 jours en République démocratique du Congo à l'invitation du gouvernement. Cette mission intervient dans un contexte de sécurité précaire marqué par les violences récentes dans plusieurs provinces. Durant son séjour,
Turk rencontrera le président Félix Tshisekedi et de membres éminents du gouvernement ainsi que des représentants de la société civile et de la Commission nationale de droits de l'homme à Kinshasa. Il est également prévu un échange avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, d'autres hauts responsables de la MONUSCO et l'équipe des pays des Nations Unies. Le haut-commissaire se rendra dans l'est de la RDC, région particulièrement touchée par le conflit. Il y visitera les camps pour des personnes déplacées internes et rencontrera les défenseurs de droits de l'homme ainsi que les membres d'organisations de la société civile dans cette partie du pays. La visite de Volker Turk coïncide avec une période de tension accrue dans la région. De décembre 2023 à mars 2024, la MONUSCO a enregistré 597 atteintes à la sécurité dans la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, faisant 531 victimes civiles, dont 97 femmes et 34 enfants. Parallèlement, les tensions entre le Rwanda et le Burundi ont conduit à un renforcement militaire le long de leurs frontières, exacerbant la situation sécuritaire. Le haut-commissaire clôturera sa mission par une conférence de presse le 18 avril où il abordera le résultat de ses observations et les engagements pris envers la protection des droits de l'homme en RDC. Les détails de cette conférence seront communiqués localement. Et dans l'actualité toujours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a lancé le week-end dernier la caravane de dissuasion de la police et invite les forces de l'ordre à user de tous les moyens légaux pour maîtriser les inciviques communément appelés Kuluna à Kinshasa. Rentabouillé là pour le compte de la rédaction. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a lancé officiellement le samedi 13 avril 2024 à Kinshasa la caravane de dissuasion de la police nationale congolaise. Une initiative qui rentre dans le cadre de la traque de jeunes délinquants appelés communément Kuluna. C'est ce qui a justifié la présence remarquable dans les après-midi du samedi d'un cortège d'engins pimpant neufs transportant le cadre et agents de la police nationale congolaise dans la partie est de la capitale. Bien avant le départ de troupes, ont été entretenus par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ce dernier a, devant les bâtiments abritant son cabinet, déclaré que le phénomène Kuluna devrait définitivement disparaître de la société. Police nationale congolaise. Boka ezali menacé. Notre pays est menacé. Le Rwanda occupe une partie de notre terre. Au-delà de cette situation, nos propres frères, qu'on appelle communément le Kuluna, troublent la quiétude de plusieurs d'entre nous en sémant le trouble alors que vous êtes là. Pourquoi cette situation? Pourquoi les Kuluna vont opérer jusqu'à inquiéter plus d'une personne alors que la police est là? Les Kuluna sont plus forts que vous? J'en ai parlé à vos chefs. Le président de la République m'a instruit de mettre fin au phénomène Kuluna. Nous allons traquer sérieusement ce hors-la-loi. Nous allons commencer par Kinshasa, qui est le miroir du pays, avant de nous rendre dans les provinces. Trop, c'est trop. Pour cela, je vous invite à user de tous les moyens légaux pour maîtriser ces phénomènes. Je voudrais que vous me promettiez que le phénomène Kuluna va disparaître pour toujours. Biso société congolaise. Par ailleurs, Peter Kazadi assure que les droits de l'homme ne seront pas violés au cours de l'opération de traque de Kuluna. Nous allons mener des opérations en respectant bien sûr le droit de l'homme, y compris toutes les procédures en la matière. Mais toute personne qui prive les Congolais de la paix doit être arrêtée, qui qu'il soit, peu importe sa famille. D'après le patron de la territoriale en RDC, l'opération de traque de ces inciviques devra également se poursuivre dans les provinces. Il affirme que l'arrêt ou la suspension de la dite opération dépendra de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays, en particulier dans la ville-province de Kinshasa.
Et dans ce même chapitre, 1600 anciens Kuluna ont regagné Kinshasa dimanche après 2 années passées en formation professionnelle dans un programme de rééducation à Kanyamakasese au service national. Ils ont été formés en maçonnerie et menuiserie. Ils sont désormais utiles pour la société et seront orientés dans divers projets de développement à travers le pays. Suivez. Le premier groupe de 1600 anciens Kuluna est revenu à Kinshasa dimanche 14 avril 2024 après avoir complété un programme de 2 ans de rééducation et de formation professionnelle à Kanyamakasese selon les services nationaux. Ces jeunes, désormais formés en maçonnerie et menuiserie, seront impliqués dans divers projets de développement à travers le pays. Ces initiatives incluent le projet en agriculture et la construction d'écoles et d'hôpitaux. Un groupe spécifique sera établi dans la commune de Lansele à Kinshasa où ils fabriqueront des bancs destinés aux écoles manquant de mobilier. Ces mêmes jeunes contribueront également à la réhabilitation prochaine de l'hôpital général de Kintambo. Parmi ces jeunes, il y a également quelques anciens miliciens dont de membres du groupe Kamwena Sampu. Cette intégration des anciens Kuluna dans la société s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large lancée par le président de la République pour revitaliser le service national créé en 1997 par M. Laurent-Désiré Kabila. Ces services visent à engager les jeunes diplômés et chômeurs volontaires dans l'apprentissage de divers métiers et à renforcer leur sens de patriotisme. En septembre 2022, le service a joué un rôle essentiel en fournissant 1500 tonnes de maïs à Kinshasa pour soutenir la sécurité alimentaire. En parallèle, depuis le 29 mars, le gouvernement a lancé une opération d'envergure appelée Panthère Noire pour combattre le banditisme et la criminalité dans certaines villes, répondant ainsi au regain d'activité des gangs, notamment à Kinshasa, au grand désarroi de la population locale. En sécurité toujours, 6 morts, tel est le bilan d'une nouvelle attaque perpétrée par des rebelles d'Alliés Démocratique Force, ADF, dans le sud du territoire d'Irumu, en Ituri. Face à cette insécurité, la société civile locale appelle au renfort de l'effectif militaire dans cette partie de la République démocratique du Congo afin de neutraliser les mouvements rebelles qui sèment la terreur dans ce coin du pays. Regardez. La population de l'Ituri s'inquiète de la montée de l'insécurité perpétrée par différentes attaques des troupes rebelles. La toute récente attaque est intervenue ce week-end, perpétrée par les troupes rebelles d'Alliés Démocratique Force, faisant ainsi 6 morts dont un bébé. Et c'est grâce à la prompte intervention de l'armée que les dégâts de cette attaque ont été limités. La société civile locale estime qu'il est important aux autorités de pouvoir penser au renforcement des dispositifs militaires afin de mettre la population hors état de nuire, aussi de leur permettre de vaquer librement à ces multiples occupations. L'administration militaire du territoire d'Irumu avait déjà, dans un communiqué, interdit l'accès de la population de la profondeur de la forêt de la chefferie et de Walese-Vonkutu. Cette mesure visait à permettre aux forces mutualisées FARDC-UPDF basées dans la zone de traquer l'ennemi. Cette nouvelle attaque intervient après le meurtre de 2 civils dans la dite chefferie le 10 avril dernier. 3 jeunes volontaires en partance pour la récupération des corps des victimes ont également été blessés par l'éclat d'un engin explosif piégé par les rebelles ADF dont les cadavres des civils exécutés. Par ailleurs, l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri s'indigne de la précarité de la situation sécuritaire dans la région pourtant signataire d'un acte d'engagement unilatéraux de cessation des hostilités. Il appelle ainsi les différentes parties au respect de leurs engagements. Et la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa condamne avec la dernière énergie le traitement dégradant que les services officiels aéroportuaires ont réservé au cardinal Fridolin Ambongo qui s'est rendu à Rome le dimanche 14 avril à midi. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à notre rédaction, la chancellerie rappelle que le cardinal métropolitain de Kinshasa est détenteur d'un passeport diplomatique. Suivez. Le cardinal Fridolin Ambongo a été interdit dimanche 14 avril courant d'accéder au salon VIP de l'aéroport international d'Ingili par les services de sécurité alors qu'il s'est rendu à Rome.
La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa a immédiatement exprimé son indignation et a condamné à travers un communiqué rendu public le dimanche 14 avril avec la dernière énergie le traitement dégradant que les services officiels ont réservé au cardinal Fridolin Ambongo. Comme vous le savez, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du CNF, les conseils des cardinaux qui assistent le Saint-Père, le pape François, dans le projet de la réforme de l'Église. C'est pour cette mission qu'il voyageait. Aussi, en tant que cardinal de la Sainte Église romaine, il est détenteur d'un passeport diplomatique. Mais pourquoi lui refuse-t-on aujourd'hui ces statuts qui a toujours été reconnu à tous les cardinaux, même sur le plan international, s'interroge la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa. Cette situation a suscité une vague de réactions. De son côté, l'opposant Martin Fayulu a réagi sur son compte X. « Je suis indigné du traitement dégradant réservé à son éminence le cardinal Fridolin Ambongo par les agents des services de l'aéroport international d'Njili. Personne ne peut empêcher le cardinal de dénoncer les maux qui rongent notre pays », a écrit Martin Fayulu. Selon la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa, ce serait dommage si ces traitements fait suite à ses prises de position prophétiques, notamment son homélie de la nuit des Pâques, où il interpelle toutes les personnes impliquées de quelque manière dans la crise qui sévit dans l'est du pays. Et puis, parlons religion dans ce journal. L'église Mission Apostolique Vikomblé, située dans la commune de Lemba, au quartier Salongo, a organisé le samedi 13 avril dernier une activité réunissant les femmes autour de leur foyer, autonomisation dans le foyer, dans les milieux professionnels et dans l'église. Suivez ce reportage. L'autonomisation de la femme dans le foyer, le milieu professionnel et dans l'église, tel est le thème de l'activité organisée par l'église Mission Apostolique Vikomblé, située au quartier Salongo Léopard, dans la commune de Lemba, le samedi 13 avril. Cette rencontre des femmes et jeunes sœurs a réuni les femmes de tous les secteurs, question d'acquérir des connaissances sur l'autonomie de la femme et son épanouissement. Il y a plusieurs autonomies. Autonomie physique, autonomie mentale, autonomie émotionnelle. Si on libala et se retrouve dans la autonomie émotionnelle. Oui, maman, tout ce qu'on comprend de l'autonomie, on a la maman bon na yo, on a la bon na yo. Mais quand ça la bon na yo, on a un commissaire ou tout makasi te. Toi on a maman. Les participantes sont tour à tour revenues sur l'objectif de cette journée qui leur a été bénéfique. Autonomisation de la femme. Donc lorsqu'on parle d'une femme autonome, c'est cette femme qui a cette liberté de s'exprimer pleinement. À quoi partager expérience naïe ou bien qu'on partager idée naïe dans la société. C'est cette femme qui a le choix d'agir pour sa propre sécurité. Elle a besoin de nous permission ou non. D'elle-même déjà, elle est autonome. Elle a cette sécurité, cette assurance en elle-même d'abord. En ce qui concerne l'autonomisation financière de la femme, moi si au hasard na moi mbonné na poche, hasard a déjà bien. Si au hasard sur la carte ya ndakwa libala, donc elle est encore plus bien quoi. Donc si vous ok sur ce côté spirituel, on m'attire sous. Ah maman tu peux tout faire. Je t'assure que tu peux tout conquérir. Somo kokisi biloko wana nyonso misatu oza mama moko asimba mama mtoko bouger azali. Ebele l'autre moni babomi mabala. Une femme autonome est une femme épanouie. Cette activité s'est clôturée par un cocktail, question de raffermir une fois de plus le lien. On termine avec le sport. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a battu le dimanche 14 avril 2024 au stade de Martyrs de Kinshasa l'ASV Club dans le classique congolais 1-2 grâce au doublé du Malien Phili Traoré. Le TP Mazembe inflige ainsi aux Moscovites leur première défaite en play-off et conserve sa première place au classement général. La rencontre explosive entre Vita Club et le TP Mazembe, les deux équipes qui se rivalisent sur tous les plans.
Les deux géants du football congolais se sont affrontés le dimanche au stade de Martyrs à Kinshasa dans l'après-midi. Les TP Mazembe est en trépied au plancher dans les classicos. La domination du club de Lubumbashi sera vite récompensée à la 18e minute sur penalty. Philippe Traoré bat à contre-pied le gardien adverse. 1-0 pour le clan et blanc de Lubumbashi. Les Maliens Philippe Traoré face à Farid Ouedraogo. Contre-pied parfait. Contre-pied parfait. Philippe Traoré pour donner l'avantage au TP Mazembe dans ces classicos. L'ouverture du score des Corbeaux. Et oui, c'est Philippe Traoré l'avant-centre qui arrive à transformer ses pénaltys. Malgré le réveil tardif de Moscovite de Kinshasa, le score restera inchangé jusqu'à la pause. En début de la deuxième période, Vita Club va presser le Corbeau sans trouver la faille. C'était la 70e minute que Philippe Traoré va marquer le deuxième but de Mazembe et signe son doublé. Équipier, belle occasion de Mazembe, le centre à suivre. Oh là là, ce geste pour les seconds buts de Mazembe. Quel bijou Philippe Traoré. Et ce but montre donc l'image de la supériorité de Mazembe. Tout en maîtrise, les Corbeaux vont gérer le match avec une possession largement au-dessus. L'ASV Club va réduire le score dans les derniers instants du match grâce à Boucherie après un centre d'Eli Panzou à la 93e minute. Face à Thibou, c'est bien combiné avec Imanalote. Eli Panzou est dans la surface Panzou, le centre de Panzou. Pour l'honneur, Bouchikira pour la réduction du score. Il peut se passer des choses en cette fin de partie. Bouchikira. Fin du match, défaite pour l'ASV Club qui stagne à la 4e position avec 10 points. Les Badiangwena de Lubumbashi récupèrent la première place avec désormais 18 points. C'est terminé, ils sont au stade des Martyrs. Vita Club s'incline devant le TP Mazembe. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, je rappelle les principaux titres. La première ministre Judith Suminwa a entamé ce lundi sa deuxième journée des consultations pour la formation du gouvernement. Elle a échangé avec le regroupement politique AAUNC, les membres du parti politique MLC et alliés, conduit par Jean-Pierre Bemba, et la délégation de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, conduite par Modeste Bahati Lukwebo. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a lancé officiellement le samedi à Kinshasa la caravane de dissuasion de la police nationale congolaise, une initiative qui rentre dans le cadre de la traque des jeunes délinquants appelée communément Kuluna. Un premier groupe de 1600 anciens Kuluna est revenu à Kinshasa dimanche après avoir complété un programme de 2 ans de rééducation et de formation professionnelle à Kanyamaka CC. Selon le service national, ces jeunes, désormais formés en maçonnerie et menuiserie, seront impliqués dans divers projets de développement à travers le pays. Voilà qui met fin à ce journal, mesdames et messieurs. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.